Bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel atelier en ligne proposé et offert par Rose Up Association. Je me présente, je suis Bettina Erlenbach, chargée d'accueil et d'information au sein de la Maison Rose de Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Julie Massé, oncodiététicienne, pour un atelier autour de la thématique donc de conseil nutritionnel au niveau de la gestion des effets secondaires de l'hormonothérapie et tout ce qui concerne les questions autour de la prise de poids. Donc, je vais te laisser prendre la parole, Julie, et je reviendrai à la fin de l'atelier pour tout ce qui est questions-réponses. Ça marche. Merci beaucoup, Bettina. En fait, même pendant l'atelier, je pense, mesdames qui êtes là avec nous, n'hésitez pas à utiliser le bouton questions-réponses et vous pourrez poser des questions. J'essaierai de répondre à un maximum de questions pendant cet atelier. Même si je vais essayer quand même de répondre à des questions avant même qu'il y en ait, parce que j'ai eu la chance d'avoir quelques questions en amont et puis je connais aussi souvent vos interrogations. Donc je suis Julie Massé, je suis diététicienne nutritionniste installée en libéral à Bordeaux et ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que je participe aux actions de la Maison Rose de Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'hormonothérapie et de ses effets secondaires qui peuvent vous gâcher un petit peu la vie quand vous vous retrouvez à avoir ce traitement d'hormonothérapie. Bon, la plupart du temps, les mêmes questions reviennent. Globalement, les effets secondaires dont j'entends le plus parler, ça va être des questions de prise de poids. Donc ça, vous inquiétez pas, on va y revenir, on va en parler forcément. J'ai aussi des questions autour des douleurs articulaires. C'est quelque chose qui peut revenir de temps en temps. Sachez que vous êtes toutes différentes et que vous allez toutes vivre l'hormonothérapie d'une façon assez différente et qu'on aura du coup des effets secondaires qui seront propres à vous, plus ou moins forts, plus ou moins marqués. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on parle d'effets secondaires que l'on retrouve que ça vous arrivera forcément à vous. Ça fait partie des effets secondaires possibles. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ce que vous allez vivre vous. Il y a d'autres effets secondaires qui sont assez récurrents, notamment les bouffées de chaleur. Ça c'est lié toujours à ces changements hormonaux, on en entend parler pour la ménopause et c'est aussi vrai avec l'hormonothérapie forcément. Je vais essayer d'en parler avec vous, même si c'est pas quelque chose que l'on règle avec l'alimentation, mais on peut en avoir peut-être une ou deux petites réponses d'aide pour cette question de bouffée de chaleur aussi. Si ça vous va, on va commencer par parler de ça, des bouffées de chaleur. Alors, c'est des choses qui sont pas très agréables pour celles qui l'ont déjà vécu. Cette sensation d'avoir d'un coup très très chaud, de se mettre à transpirer, qui arrive la journée, la nuit, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Est-ce qu'au niveau alimentaire, on peut faire quelque chose contre ces bouffées de chaleur? Malheureusement, non. On n'a pas vraiment de choses qui peuvent nous permettre de diminuer ces bouffées de chaleur au niveau alimentaire. Alors, on a des choses qui nous permettent de ne pas les augmenter. Il y a certains aliments qui peuvent faire un petit peu monter la température, comme les choses qui sont épicées, pimentées. Le gingembre, par exemple, ce sont des aliments qui ont tendance à faire un petit peu monter la température du corps. Donc, c'est le genre d'aliments auquel il faut faire attention si on veut éviter ces questions de bouffées de chaleur. Mais s'il n'y a pas de réponse alimentaire à cette problématique, par contre, vous pouvez trouver d'autres réponses. Il ne faut pas hésiter à vous retourner vers votre médecin, votre gynécologue, votre oncologue, même votre médecin généraliste, qui a souvent des réponses à ce genre de questions. Ils peuvent vous proposer des traitements, par exemple, avec de l'homéopathie, et qui peuvent être extrêmement efficaces. Ils peuvent vous proposer des compléments alimentaires, qui peuvent être parfois aussi extrêmement efficaces. Ils peuvent vous proposer parfois d'utiliser des choses type les fleurs de Bach, pour celles qui connaissent. En fait, il ne faut pas hésiter à vous retourner vers ces professionnels de la santé, donc que ce soit vos médecins ou même le pharmacien, qui souvent sont de très bons conseils pour ce genre de situation et vont trouver des solutions, ou en tout cas essaieront avec vous de trouver des solutions qui pourront vous aider pour essayer de réguler ces problèmes de bouffée de chaleur. Mais au niveau alimentaire, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est pas exactement quelque chose que je peux vous aider à soigner. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a cette hormonothérapie?
Bon, pour celles qui n'étaient pas ménopausées avant les traitements, souvent, ça ressemble à un début de ménopause, ça ressemble à de la ménopause. On va avoir à peu près les mêmes effets secondaires que cette fameuse ménopause dont on entend toutes parler. Et il se passe plein de choses au niveau hormonal, il se passe plein de changements, que ce soit des changements physiques, que ce soit des changements au niveau de votre humeur, au niveau de la perception des choses autour de vous. Bon, c'est un moment qui n'est pas toujours facile à passer. Sur le corps, eh bien oui, il arrive qu'il y ait des changements marqués. Ça, c'est lié à la quantité d'hormones qui descend et à certaines hormones qui disparaissent ou qui sont là de façon extrêmement faible par rapport à la quantité qu'elles étaient présentes avant. Ça induit des changements physiologiques, votre façon de gérer dans votre corps, l'homéostasie de votre corps est un petit peu perturbée et ça induit des changements physiques. Ça va se voir un petit peu. Il peut y avoir effectivement des prises de poids qui peuvent arriver à ce moment-là et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qui peut se mettre en place pour essayer de diminuer ces prises de poids et faire en sorte d'atténuer ces changements à ces moments-là. Comme dans toutes les parties de la vie, lorsque l'on perçoit un changement physique, la première réponse que l'on va avoir, c'est d'essayer de voir ce qu'on a pu changer, nous, dans notre façon de nous comporter. Est-ce qu'on mange différemment? Est-ce qu'on bouge moins? Est-ce qu'il se passe des choses par rapport à avant qui sont différentes? S'il y a bien quelque chose qui se passe à la ménopause, c'est votre corps. Il change, il ne fonctionne plus comme avant, vous avez tendance à prendre du gras plus facilement. Et ça, plus vous allez avancer dans l'âge, et plus ce sera vrai. On a tendance à perdre un petit peu son muscle au profit de la masse grasse. Et donc ça, s'il y a quelque chose qui peut nous aider à contrer un petit peu ça, ça va être un petit peu l'alimentation, mais surtout la pratique d'une activité physique. Si vous ne le faisiez pas encore, si c'est absolument le bon moment pour vous y mettre. Est-ce qu'il faut faire un marathon pour autant toutes les semaines? Non, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Mais il est intéressant de réintégrer de la pratique physique régulière, que ce soit de la marche pour aller travailler par exemple, ou du vélo pour aller travailler aussi. C'est quelque chose que l'on peut faire rentrer dans son quotidien de façon assez facile. Mais ça peut être aussi une pratique sportive en club ou une pratique sportive dans une salle de sport, peu importe. L'important, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous motive et qui vous donne envie de continuer et qui vous permettra d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. La question, c'est pas de faire 1 heure par-ci par-là, la question, c'est d'être le plus engagé régulièrement et le plus, on va dire, le plus souvent possible. Si vous faites 10 minutes de marche tous les jours, ça sera souvent beaucoup plus bénéfique que de faire 1 heure le week-end. Donc, vous voyez, parfois, il suffit de s'arrêter à un arrêt de bus ou un arrêt de tram en avant, et puis ça nous permet de rentrer un petit peu plus de sport dans notre journée. Et ça, s'il y a bien un moment pour le faire, c'est au moment de la ménopause chez nous, les femmes, malheureusement. C'est un moment où ça devient extrêmement important. Et en plus, ce sport, c'est tout bénef parce que ça nous permet de travailler un petit peu aussi sur notre prise de masse grasse. Au lieu de ne fabriquer que de la masse grasse, et bien grâce à ce sport, on va relancer la fabrique de la masse musculaire et ça va nous aider à entretenir le muscle que l'on avait déjà ou à en créer un petit peu plus si jamais on n'en avait plus beaucoup. Donc, c'est tout bénéf. Il faut absolument miser sur ce sport. C'est quelque chose qui vous apportera beaucoup d'aide pour gérer votre poids et pour gérer les changements physiques que vous pouvez percevoir à ce moment-là. Il y a autre chose sur lequel il va falloir jouer. C'est l'alimentation. Bon. Non pas que vous ayez plus le droit de rien manger, c'est pas du tout la question. La question, c'est surtout de remettre de l'équilibre alimentaire dans votre vie. Pour celles qui n'en ont pas, c'est le bon moment pour essayer de s'attaquer à cette question d'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire? Ça, c'est toujours quelque chose qui revient, c'est toujours une question que l'on va me reposer très régulièrement. L'équilibre alimentaire, c'est pas très compliqué. C'est de faire en sorte que son assiette soit le plus équilibré possible. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre assiette, on va retrouver la plupart des nutriments dont nous avons besoin. Et pour ça, il suffit de manger des aliments assez basiques. On n'a pas besoin de faire des choses très compliquées. Il nous faut un petit peu de glucides complexes à chaque repas, en fonction de notre faim, en fonction de notre besoin. Il n'y a pas de quantité prédéterminée, ça va dépendre de chacun. Il va nous falloir des végétaux qui vont nous apporter des fibres, des vitamines, des minéraux, sous forme de légumes, de fruits. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on ait à chaque repas. Et il faut qu'on ait des protéines.
Alors, elles peuvent être animales, elles peuvent être végétales, elles peuvent être les deux. Dans tous les végétaux que l'on mange, que ce soit sous forme de céréales ou sous forme de légumes, nous allons retrouver des protéines. Elles sont un petit peu moins bien équilibrées que les protéines animales, mais lorsqu'on fait les bons mélanges, il n'y a pas de raison. On peut très bien vivre en étant végétarien. C'est extrêmement simple, finalement. Un petit peu de glucides sous forme de, par exemple, céréales, de pain, de pâtes, de riz, de lentilles, de légumineuses, sont des très bons aliments aussi. Un petit peu de légumes dans notre assiette, un petit peu de viande, de poisson, d'œufs, de fromage, de produits laitiers. Tout ça, ça nous permet d'avoir une alimentation équilibrée. Et ça nous permet d'avoir des apports qui sont bons et qui vont nous apporter tout ce dont on a besoin et tout ce dont notre corps a besoin. Reste la question de la quantité. Alors, j'en profite, hier on était le 6 mai, et le 6 mai c'est la journée internationale sans régime. Je fais partie de ces diététiciennes qui n'aiment pas les régimes et qui refusent de donner des régimes. Les régimes, c'est la meilleure façon de reprendre du poids. En fait, régime égale obésité. Plus on fait de régime, plus on est frustré, plus on va vers quelque chose qui va nous faire manger trop, et plus on aura du mal à avoir un poids qui va rester à l'équilibre. Donc, j'en profite, je fais passer un petit peu mon message. Est-ce qu'il faut faire un régime lorsque l'on veut perdre du poids? Eh ben, c'est pas forcément idéal. Et pour ça, j'ai envie de vous envoyer voir mes consoeurs partout en France, mes consoeurs et mes confrères, il n'y a pas que des femmes qui sont diététiciennes, partout en France, vous trouverez de l'aide dans les cabinets de diététique pour vous aider à rééquilibrer votre alimentation si ce n'est pas déjà fait, et pour vous aider à retravailler sur ce lien entre votre corps, votre cerveau et ses besoins alimentaires qui sont parfois pas du tout liés à vos besoins physiques. On ne mange pas seulement parce qu'on a besoin de manger physiquement, on mange aussi par envie, par ennui, parce qu'on est triste, parce qu'on est gai, parce que pour mille et mille raisons. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler avec un professionnel. Et je vous enjoins, si vous avez des problèmes de poids qui sont compliqués à gérer, à aller plutôt consulter un professionnel plutôt que de faire le régime à la mode que vous allez trouver dans un magazine et qui sera probablement pas une bonne solution sur le long terme. Voilà comment je vous propose de régler ces problèmes de prise de poids. Un petit peu d'alimentation équilibrée, essayer de faire en sorte d'avoir une assiette où l'on retrouve les principaux nutriments. Ça, c'est quelque chose qui sera important et qui sera assez facile à mettre en place la plupart du temps. Et si ça ne suffit pas, avec le sport en cumulé, eh bien, il faudra vous faire aider. Et on est là pour ça. Et c'est pas forcément des choses horribles à faire. Et parfois, il suffit de pas grand-chose, un petit peu d'aide, et on va retrouver un équilibre qui va nous permettre de redescendre et de revenir à un poids qui est un poids qui nous convient à nous. Voilà pour ces questions de prise de poids. Alors, vous aurez peut-être des questions un petit peu plus précises à me poser. J'essaierai d'y répondre tout à l'heure si vous voulez. Qu'est-ce qui revient aussi souvent? Il revient aussi souvent cette question de rétention d'eau. Ça, j'en ai souvent entendu parler aussi. Certaines d'entre vous vont pouvoir avoir ces perceptions de rétention d'eau ou vraiment cette sensation de rétention d'eau, les jambes gonflées, des choses pas forcément très agréables. Est-ce que l'alimentation peut faire quelque chose pour vous aider à diminuer la rétention d'eau? Pas vraiment. La seule chose qu'il faut faire quand on a tendance à avoir de la rétention d'eau, c'est de boire beaucoup. Alors je sais, ça a l'air d'être un peu illogique et pourtant c'est bien la seule solution que l'on va avoir au niveau alimentaire. Par contre, vous pouvez avoir des solutions via les kinés ou via les esthéticiennes qui proposent des massages que l'on appelle du palpé roulé ou du CELU-M6 et qui peuvent vous aider à drainer en fait cet excès d'eau que vous avez dans les jambes. Il ne faut pas hésiter à aller poser ces questions et à savoir si vos praticiens autour de vous proposent ce genre de prise en charge parce que ça peut beaucoup vous soulager. Ça peut aussi vous aider à redessiner une silhouette qui correspondrait plus à votre silhouette d'avant-traitement qu'à votre silhouette d'après-traitement. Le CELU-M6, pour ça, par exemple, c'est assez efficace. Et ça aide aussi à drainer. Alors, il y a aussi d'autres questions qui vont revenir très souvent quand on parle d'hormonothérapie au niveau alimentaire. Je vais avoir la question du soja et des produits laitiers. Peut-être que certaines d'entre vous en ont parlé avec leur oncologue, peut-être que leur oncologue en a parlé avec elle en leur donnant le traitement. Il y a une façon de prendre en charge l'hormonothérapie. Alors l'hormonothérapie nous permet de gérer la quantité d'hormones que l'on a dans notre corps et certains aliments peuvent rapporter des hormones dans notre corps. Notamment le soja
qui est riche en phytoœstrogènes, et les produits laitiers, qui sont des aliments, voilà, comme le lait humain, c'est la même chose, dans lequel il y a forcément des hormones aussi. Le soja est souvent déconseillé, voire même interdit par certains professionnels. Je vous emmène et je vous enjoins à aller, encore une fois, ouvrir le dialogue avec votre professionnel de santé pour comprendre pourquoi est-ce qu'il vous interdit, pourquoi est-ce qu'il vous recommande certains aliments, si jamais vous ne comprenez pas. Moi, je vous explique cette histoire de soja qui contient des phytoœstrogènes. Est-ce que c'est interdit à 100%? Moi, j'aurais tendance à être un petit peu moins rigide et à dire qu'on peut en consommer de façon extrêmement sporadique, une fois de temps en temps, ce qui ne sera pas le cas chez les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes et qui ont tendance à en consommer régulièrement comme substitut de la viande. Voilà, peut-être que dans ces cas-là, on va plutôt essayer de diminuer vraiment cette consommation. Mais pour les gens qui en consomment relativement peu, il n'y a pas forcément de raison de s'interdire d'en manger une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Voilà, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des aliments qui sont vraiment intégrés dans notre alimentation traditionnelle en France. Donc, ce n'est pas forcément un aliment qu'il faut absolument chasser s'il arrive une fois de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose qu'on consomme au quotidien. Les produits laitiers, c'est une autre question. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de raison scientifique qui me prouve que c'est extrêmement dangereux de consommer des produits laitiers pendant les traitements. La sauce soja, c'est pareil pour la personne qui me pose la question. Si c'est quelque chose que vous consommez de façon extrêmement rare, il n'y a pas de souci avec ça. Si c'est quelque chose que vous mettez dans absolument tous les plats, ouais, je vais vous expliquer cette histoire d'asiatique et de cancer. On n'a juste pas, les mêmes recherches. En Asie, quand on a des cancers, on a tendance à faire consommer beaucoup de soja aux gens. Et les recherches autour du soja et du cancer en Asie ne sont pas pareilles et ne fonctionnent pas de la même façon. Il ne faut pas oublier qu'on est des peuplades qui sont différentes et on a aussi des marqueurs génétiques qui ne sont pas les mêmes. Donc, ils font des recherches en Asie et ils font des recherches sur la population asiatique et ce ne sont pas les mêmes qu'en Europe. On a vraiment des marqueurs génétiques qui ne sont pas toujours les mêmes et ils ne fonctionnent pas exactement pareil que nous. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. En Europe, on mange du lait et on peut produire de la lactase, c'est-à-dire c'est l'enzyme qui nous permet de digérer le lait. À 80% des Européens, on va produire de la lactase quasiment toute notre vie. Ça, c'est génétique. En Asie, c'est 20% des Asiatiques qui produiront de la lactase jusqu'à la fin de leur vie. Donc, vous voyez, il y a vraiment des marqueurs génétiques qui peuvent être assez différents chez nous et chez eux. Donc, on ne peut pas vraiment faire la comparaison entre les Asiatiques et les Européens, étant donné que je vous dis, la recherche en Asie est assez différente que la recherche en Europe sur ces questions-là. Quand on aura des vraies recherches en Europe sur les populations européennes et le soja, peut-être que je pourrais vous en dire plus, mais pour l'instant, je n'ai pas d'exemple. J'en étais à cette histoire de lait. Alors oui, j'ai pas de normes, j'ai pas d'études vraiment marquées. Je vous enjoins à aller regarder si ça vous intéresse ces liens entre alimentation et cancer. Je vous enjoins à aller regarder un site qui s'appelle le réseau NACRE. En fait, c'est tous les diététiciens nutritionnistes en Europe, mais surtout en France, qui font une espèce de compilation de bibliothèque de toutes les études mondiales autour de l'alimentation et du cancer. Et ils vous donnent, ils vous les mettent à disposition, vous pouvez les consulter et ils vous donnent aussi les résultats que ressortent de ces chiffres. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le réseau NACRE si vous vous posez ces questions-là. Ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair au niveau de la recherche scientifique et de où on en est. Donc, ce lait, pour moi, il n'y a pas de raison de vous l'interdire à 100%. Après, c'est des questions personnelles. Effectivement, la lactase, alors la lactase, c'est donc l'enzyme qui nous permet de digérer le sucre du lait, qui est le lactose. On n'en produit pas tous de la même façon. Elle peut être de façon quasiment plus produite chez vous. Et du coup, quand vous buvez du lait ou quand vous mangez des produits laitiers avec du lactose, ça peut poser des désagréments au niveau intestinal. Bon, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'il faut prendre des produits sans lactose? Absolument, ça dépend de vous. En fait, si vous digérez bien le lait, il n'y a pas de raison de prendre des produits sans lactose. Le sucre du lait, un sucre plus mauvais que les autres. C'est pas lui qui peut être problématique dans tous les cas. Mais s'il est problématique chez vous et que vous avez tendance à avoir des désordres intestinaux quand vous consommez du lait, dans ces cas-là, oui, prenez des produits sans lactose. Il existe aussi des laits sans lactose aujourd'hui, sans problème. On peut aussi consommer des choses qui ne sont pas du lait.
qui sont ce qu'on appelle des jus végétaux. Donc, dans le grand public, on a tendance à parler de lait végétaux, mais ce ne sont pas du lait parce que ce ne sont pas les mêmes caractéristiques nutritionnelles. Donc, moi, j'appelle ça des jus végétaux. On peut très bien consommer ce genre d'aliments sans problème. Faites attention au soja, toujours. Essayez de les prendre enrichis en calcium pour qu'ils se rapprochent des apports que le lait peut avoir d'intéressant chez vous. Le calcium, c'est quelque chose qui est extrêmement important au moment où on est sous hormonothérapie. Pourquoi? Parce que cette baisse d'hormones peut entraîner des risques d'ostéoporose un peu plus importants. Est-ce que le calcium, on le retrouve que dans les produits laitiers? Non, absolument pas. Il est présent dans un nombre incalculable de produits que l'on mange. Je vais vous en faire la liste si vous voulez. Ce qui veut dire que vous pouvez complètement enlever les produits laitiers si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de manger ou si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous fait pas du bien, avec lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Il n'y a aucun problème avec ça. On va retrouver principalement notre première source de calcium, c'est souvent à travers les produits laitiers, mais si on n'a pas de produits laitiers, la deuxième source de calcium, c'est à travers les légumes et les fruits que nous consommons. Nous en consommons des grandes quantités, environ 400, 600, voire 800 grammes par jour, selon certaines personnes, et ça va nous apporter beaucoup de calcium en plus. C'est notre première source de calcium pour les gens qui ne vont pas consommer de produits laitiers. D'autres sources intéressantes que l'on va retrouver pour le calcium, ça va être les amandes. Oui, je vois quelqu'un qui nous dit ça dans la conversation. Effectivement, les amandes et les autres fruits oléagineux, mais particulièrement les amandes, sont riches en calcium et peuvent nous apporter du calcium. Ce sont des choses qui sont intéressantes. Depuis 1 an et demi maintenant, on les a rajoutées dans le PNNS, c'est-à-dire on conseille aux gens de consommer une fois par jour une petite poignée de fruits à coque, de fruits à coque ou de fruits oléagineux, qui sont des fruits qui vont nous apporter plein de bonnes choses, notamment des bonnes graisses aussi. Pour les légumes et les fruits qui amènent du calcium, c'est quasiment tous. Principalement les légumes verts, mais quasiment tous en amènent. On va aussi trouver des jus de fruits qui peuvent être enrichis en calcium. Alors ça, c'est dans les supermarchés, vous pouvez le trouver assez facilement. Il y a, en plus de ces fruits oléagineux, on va aussi pouvoir trouver du calcium dans les légumineuses dont je parlais tout à l'heure. Les lentilles, les haricots secs, les pois chiches sont des aliments qui vont nous apporter plein de bonnes choses et aussi du calcium. Donc, c'est pas inintéressant d'en consommer. La moyenne de consommation, c'est 2 fois par semaine à peu près. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut nous apporter d'autre du calcium? Alors là, vous allez rire, mais c'est quelque chose que l'on peut consommer. Alors surtout dans ces temps où on est un peu enfermé chez nous et qu'on fait un petit peu moins les courses, ce sont les poissons en conserve. Les poissons en conserve, souvent, ce sont des choses qui ont été confites, c'est-à-dire que ça a été cuit dans la conserve et souvent assez longtemps. Et donc les petites arêtes de ces poissons vont avoir un petit peu fondu et on va donc les consommer. Et ces arêtes, c'est une très grosse source de calcium. Donc c'est pas du tout négligeable. Si vous mangez une boîte de sardines toutes les semaines, ça fait une bonne source de calcium en plus qui arrive. Et la dernière source de calcium qui est pas non plus négligeable, ce sont les eaux minérales. Alors, si vous voulez savoir celles qui sont le plus riches en calcium, on va être sur Répar et Contrex pour les plates et on va être sur Salvetta et Kézak pour les gazeuses. Mais c'est pas du tout négligeable quand on boit une bouteille d'eau gazeuse, une bouteille d'eau, que ce soit gazeuse ou plate, dans la journée. C'est un vrai apport en plus que le reste de notre alimentation. Oui, pour fixer le calcium, il faut qu'on ait de la vitamine D. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des cancers sont supplémentés en vitamine D. Beaucoup de gens sont supplémentés pendant l'hiver en vitamine D. Et pour ceux qui ne le seraient pas, profitez des belles journées comme aujourd'hui. Alors nous, à Bordeaux, on a de la chance, hein, on a du soleil, c'est peut-être pas vrai partout. Profitez des belles journées pour essayer de mettre vos avant-bras, votre visage au soleil et ça vous aidera à synthétiser de la vitamine D. Normalement, la vitamine D que l'on synthétise à partir du soleil, c'est la moitié de notre vitamine D. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se mettre un petit peu au soleil de temps en temps, ça peut vous aider. Voilà pour cette histoire de calcium. Effectivement, c'est important qu'on ait des bons apports de calcium parce que cette hormonothérapie peut poser ce genre de petits problèmes d'ostéoporose ou en tout cas de début d'ostéoporose et le fait d'avoir un bon apport en calcium nous permet de combler un petit peu les manques que l'on peut avoir. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu les questions que vous me posez pour celles. Hop là.
Alors, j'ai vu tout à l'heure passer 2 questions qui reviennent aussi souvent lorsque l'on parle de prise de médicaments. J'ai vu quelqu'un qui me posait une question à propos du thé vert et du pamplemousse. Alors, ces questions de thé et de pamplemousse, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est plutôt une bonne chose qu'elles reviennent parce qu'effectivement, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Je suis pas chimiste, c'est pas mon métier. Je peux pas vous dire si votre traitement à vous en hormonothérapie peut avoir des interactions, enfin, ou en tout cas, le pamplemousse ou le thé vert peuvent avoir des interactions avec votre traitement à vous. Par contre, votre pharmacien qui, lui, vous délivre votre traitement, lui, est complètement apte à vous répondre à cette question-là. Le pamplemousse, je sais que, par exemple, il pose des problèmes pour certaines chimios et ils peuvent aussi poser des problèmes pour les personnes qui ont des traitements pour le cœur, par exemple, pour certains traitements, effectivement, ils peuvent avoir une interaction. En fait, ce sont les enzymes qui sont présents. C'est de la microbiologie. Hein, ce sont on va dire les composants du pamplemousse ou du thé vert qui peuvent rentrer en difficulté avec les composants de vos médicaments. Donc ça, je vous enjoins à toujours poser la question à votre pharmacien s'il vous en parle pas, à savoir s'il y a des aliments qu'il faut ne pas consommer en même temps que vos médicaments. Ça, c'est toujours vrai. Il y a toujours des choses auxquelles il faut faire attention et donc n'hésitez pas à poser la question à votre pharmacien, c'est son métier. En général, il est bien au courant et il pourra vous répondre. Qu'est-ce que je vois? Les douleurs articulaires. Et effectivement, je n'ai pas parlé des douleurs articulaires. Quels conseils alimentaires on peut donner lorsque l'on a des douleurs articulaires? Alors, il y a quelque chose qui est assez efficace. Selon les personnes, encore une fois, on est tous assez différents. Je vous ai dit, vous n'aurez pas tous les mêmes effets secondaires. C'est pareil pour l'alimentation, vous n'aurez pas tous les mêmes bénéfices et vous ne percevrez pas tous les mêmes bénéfices des changements alimentaires que vous pourrez faire. Pour les douleurs articulaires, il y a souvent quelque chose qui revient, c'est ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire. L'alimentation anti-inflammatoire, c'est quelque chose d'assez complexe, qui est assez difficile à cerner dans son entièreté, parce que c'est quelque chose qui est sous phase de recherche, en fait. Donc, on n'est pas complètement certain de nous. Mais par contre, on sait qu'il y a certains aliments qui peuvent être pro-inflammatoires et d'autres qui peuvent être anti-inflammatoires. Tout à l'heure, je vous ai parlé des bonnes graisses que l'on retrouve dans les oléagineux et dans les fruits à coque. Pardon. Ces bonnes graisses, ce sont principalement des oméga-3 dans les noix, par exemple, et ces oméga-3 sont anti-inflammatoires. C'est leur effet premier, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans notre corps. Donc effectivement, le fait de consommer un peu plus de bonnes graisses, qui sont donc ces fameux oméga-3, peut avoir un effet anti-inflammatoire sur notre corps. Alors, ça ne va pas changer absolument, c'est pas comme si vous preniez un ibuprofène, effectivement, mais au quotidien, et plus on augmente un petit peu cette quantité d'oméga-3 qu'on met dans notre alimentation, et plus on peut avoir des bénéfices autour de cette sensation d'aliments qui vont aider à diminuer un petit peu l'inflammation dans notre corps. Les oméga-3, on va les retrouver donc dans ces fruits à coque en général et dans toutes les huiles qui en découlent. Les huiles de noix, l'huile de lin, l'huile de colza, ce sont les huiles les plus riches en oméga-3 ou en tout cas celles qui sont les plus faciles à trouver. Vous allez en trouver d'autres dans certains magasins qui sont peut-être un peu plus chers ou peut-être plus difficiles à trouver. C'est des huiles que l'on consomme crues uniquement, jamais cuites. Si on les cuit, on perd le bénéfice des oméga-3. C'est quelque chose que l'on peut avoir dans sa cuisine. Moi, j'ai une bouteille d'huile de noix dans ma cuisine parce que j'aime l'huile de noix et j'en consomme la plupart du temps dans mes salades. On les retrouve aussi dans les poissons gras, les oméga-3. C'est d'ailleurs une des sources principales que l'on va retrouver dans notre alimentation. Les poissons gras, alors c'est tous ceux qui sont oranges, donc oui, les boîtes de sardines, effectivement, mais c'est aussi la truite, le saumon. On va aussi retrouver les poissons gras, c'est aussi le hareng, les anguilles pour ceux qui en consomment, les sardines, voilà, le maquereau. Tout ça, ce sont des choses qui sont riches en oméga-3. Le foie de morue n'est pas plus riche en oméga-3 que les autres. Le foie de morue n'est pas inintéressant, mais il n'y a pas de raison d'en prendre plus que les autres poissons. Donc ces oméga-3, ils ont ces propriétés anti-inflammatoires qui ne sont pas du tout inintéressantes et dont on peut essayer de s'en servir et d'en manger régulièrement. Effectivement, les graines de lin aussi rapportent des oméga-3, mais ces graines de lin, on va les consommer, mais on va quasiment pas les digérer en fait. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Je préfère que vous mettiez une cuillère d'huile sur vos légumes ou sur ce que vous mangez en général, ça vous apportera bien plus d'oméga-3.
Est-ce qu'il faut éviter les oméga-6? Alors, les oméga-6, on en consomme beaucoup. Et ce qui est important, c'est le ratio entre les oméga-3 et les oméga-6. Donc, en fait, si vous consommez un petit peu moins d'oméga-6 et un petit peu plus d'oméga-3, votre ratio sera meilleur. Et donc, c'est ça le plus intéressant. Ça peut vous aider à réduire un petit peu ces sensations de douleur que vous pouvez percevoir, de douleur articulaire. On a parlé tout à l'heure des produits laitiers. Ils ont cette réputation d'être un peu pro-inflammatoires. Donc, effectivement, si on peut réduire ces produits laitiers, peut-être que ça peut apporter un bénéfice. Et ça, certaines personnes vont le percevoir et d'autres pas du tout. Donc, c'est une question de perception, c'est une question de choix personnel. Vous pouvez essayer et voir si ça vous fait quelque chose. Si ça vous fait rien et que vous aimez consommer des yaourts, eh bien reconsommer des yaourts, ma foi, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Si vous n'aimez pas ça, très bien, tant mieux, n'en consommez plus et peut-être que ça vous aidera à diminuer cette sensation d'inflammation et ces douleurs que vous pouvez avoir au niveau articulaire. Globalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aliment qui pourrait être pro-inflammatoire? On parle souvent du gluten. Ça dépend des gens, c'est pareil. C'est des choses que vous pouvez essayer. Oui, alors je suis désolée, Rox, je ne peux pas répondre tout de suite à votre question. J'arrive. C'est des choses que vous pouvez essayer. Voilà, globalement. J'ai vu passer tout à l'heure la question du curcuma. Alors oui, on a parlé du curcuma comme étant un anti-inflammatoire. Il faudra en consommer des quantités assez impressionnantes pour avoir un vrai effet anti-inflammatoire. Alors bon, voilà, ça ne fait pas partie de notre consommation traditionnelle. Le curcuma peut aussi, la curcumine, hein, vraiment, c'est-à-dire un des composants du curcuma, peut aussi parfois avoir des interactions avec les médicaments que vous prenez. Donc c'est pareil, il ne faut pas hésiter à poser la question à votre pharmacien parce qu'il ne faudrait pas avoir des interactions mauvaises et prendre de la curcumine. Et pareil, chaque fois que vous prenez des compléments alimentaires, par pitié, posez la question à votre pharmacien. C'est lui le chimiste. Il peut vous donner de très bons conseils au niveau des compléments alimentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent bien faire en consommant des produits, des compléments alimentaires et ils ne sont pas toujours extrêmement bien conseillés. Donc n'hésitez pas du tout à poser la question à votre médecin, prendre des vitamines comme de la vitamine C lorsqu'on a besoin d'un petit coup de fouet ou à la fin de l'hiver, pourquoi pas, prendre des minéraux, prendre des complexes qui mélangent plein de choses différentes, il n'y a pas de raison, mais pour ça, posez la question à un professionnel. Je vois des questions sur le sommeil aussi. Alors, pour bien dormir, il n'y a pas de règle absolument. On sait que pour bien dormir, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Le fait d'avoir une alimentation équilibrée sur la journée, c'est toujours quelque chose qui peut aider aussi à avoir un meilleur sommeil. Attention, pour dormir, on a besoin d'avoir plein de nutriments pendant la nuit encore. Pour bien dormir, il faut manger correctement le soir. Et manger correctement le soir, c'est pas juste une soupe et un yaourt, ça suffit souvent pas. Alors chez certaines personnes ça suffira, mais il faut quand même souvent qu'on ait des apports de glucides, un petit peu de glucides complexes surtout, donc ce qu'on appelle les sucres lents ou les féculents le soir. On n'est pas obligé d'en avoir des grandes quantités, mais un petit peu ça est important, ça nous aide à mieux dormir. On sait qu'on a des meilleurs équilibres de sommeil avec ça. C'est toujours la question aussi, essayer de manger pas trop tard, c'est-à-dire pas tout de suite avant d'aller au lit. La digestion peut perturber un petit peu l'endormissement. Essayez de pas trop manger non plus le soir. Le but du jeu, c'est pas de se mettre au lit en étant extrêmement lourd, parce que sinon, votre corps va devoir digérer et du coup, ça va un peu perturber son repos. Vraiment, c'est important qu'on ait une alimentation équilibrée matin, midi et soir. Voilà, il n'y a pas de raison de manger beaucoup moins le soir, comme il n'y a pas de raison de manger beaucoup plus le soir. Et c'est ça qui peut aider à avoir un sommeil un peu plus réparateur et un petit peu plus facile à trouver. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme questions qui sont revenues ? Alors, pour les cheveux, alors là, pour le coup, je suis désolée, je n'ai absolument aucune réponse à vous fournir sur les cheveux. N'hésitez pas à poser la question à Sandra, la socio-esthéticienne, ou on a une spécialiste, on a une socio-coiffeuse, je crois, qui intervient aussi à la Maison Rose. N'hésitez pas à leur poser les questions parce qu'elles seront probablement bien plus à même de vous aider. Et sinon, les pharmaciens aussi pourront vous aider pour savoir s'il y a des compléments alimentaires qui peuvent vous aider à faire repousser vos cheveux. Là, pour le coup, j'ai pas vraiment de raison sur ça. J'ai pas de réponse sur ça.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Comment réguler la sensation de faim ou le travail sur la sensation de faim qui peuvent augmenter encore? Alors, ça, c'est pour le coup, quand je vous disais d'aller voir un de mes confrères ou une de mes consoeurs, c'est exactement ça, le bon moment pour le faire en fait. Ces fringales, elles peuvent arriver pour des centaines et des centaines de raisons différentes. Et si je vous connais pas personnellement, je vais avoir des difficultés à essayer de comprendre comment elles viennent chez vous et pourquoi elles a plus à certains moments, moins à certains moments. C'est assez aléatoire. Et là, il faut faire un travail personnalisé avec un professionnel de la nutrition. Voilà, ce sera assez difficile. Est-ce que le café est contre-indiqué? Non, pas, je n'ai pas de raison de vous le contre-indiquer. Un café, pourquoi pas? 2 cafés, pourquoi pas? Attention, plus on consomme de café dans la journée et plus ses effets peuvent être changeants. C'est-à-dire qu'au début, il va vous réveiller, puis après, il va vous endormir au bout d'un petit moment, et puis il va créer des problèmes de sommeil aussi. Donc oui, du café, pourquoi pas? C'est pas mauvais. Ce sont des choses qui apportent plutôt des antiradicaux libres, des choses pas inintéressantes, mais comme tout le reste, pas trop en quantité. Qu'est-ce que je vois d'autre comme question? Alors, le jeûne. Je vous ai invité tout à l'heure à consulter le réseau NACRE. Allez voir le réseau NACRE. Il parle du jeûne, il parle des effets du jeûne sur le cancer, il parle des effets du jeûne sur plein de choses. Ils ont des réponses à vous donner avec ça. On n'a pas d'études scientifiques aujourd'hui qui nous prouve à 100% que le jeûne est efficace sur cette situation de cancer ou d'hormonothérapie. Je vais avoir du mal à vous répondre sur ça parce que pour le coup, on n'a pas de réponse précise, mais eux peuvent vous dire où en est la recherche exactement et ce qu'ils conseillent des conseils. J'ai vu passer tout à l'heure la question du jeûne intermittent. Alors, aujourd'hui, dans les sociétés de diététique et de nutrition, on a quand même tendance à penser que le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui a tendance à faire réduire vos quantités alimentaires et à réduire vos apports alimentaires, ce qui s'apparente à un régime, et ce qui toujours peut être, toujours, ce qui dans certaines situations peut ne pas être la solution idéale sur le long terme pour vos problèmes. Encore une fois, je vous enjoins à consulter, c'est des questions personnelles, c'est assez difficile de vous répondre globalement à ce style de questions-là. Qu'est-ce que je vais avoir comme autre chose? Alors, le poids, j'en ai parlé tout à l'heure. On en a parlé même, c'est ce dont j'ai parlé le plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La question du sucre, c'est pareil, le réseau NACRE va vous donner la réponse de la question du sucre. Le sucre, c'est un aliment qui fait partie de tous les aliments que l'on consomme. Est-ce qu'il faut le supprimer complètement? J'ai absolument aucune raison scientifique de vous dire de supprimer le sucre absolument à 100%. Supprimer le sucre à 100%, ça veut dire faire un régime qu'on appelle un régime cétogène. C'est un régime qui a été créé pour les gens qui ont des épilepsies, pour les aider à ce que leur substrat n'ait plus de glucose que leur cerveau n'ait plus de glucose comme substrat principal. Aujourd'hui, sur la recherche, avec les résultats scientifiques de la recherche, je n'ai pas de raison précise, je n'ai pas de raison vraiment de vous dire qu'il faut arrêter le sucre quand on a un cancer ou quand on est sous hormonothérapie. Je n'ai pas de réponse scientifique à ça aujourd'hui, il n'y a pas de raison de le faire en fait. Toutes les cellules se nourrissent de sucre, les cellules cancéreuses vont plus vite que les autres, c'est pour ça qu'elles ont cet effet que l'on peut voir sur le PET scan, mais c'est pas le sucre particulièrement qui est leur substrat de prédilection plus que les autres cellules, hein. Elles fonctionnent toutes à peu près de la même façon. Donc, oui, le réseau NACRE, vous pouvez avoir le lien. Tapez réseau NACRE sur Google et vous allez le trouver tout de suite. C'est vraiment pas difficile à trouver. Après, qu'est-ce que je vais vous trouver d'autre comme... Alors, pour la bouche sèche, oui, ça peut être dû à l'hormono, ça peut être dû à plein de choses différentes. La bouche sèche, vous pouvez avoir une solution qui peut être pas mal, c'est de prendre des chewing-gums qui vont vous aider à refaire un petit peu de salive dans la journée, de lécher des glaçons. Au lieu de boire de l'eau, de prendre des glaçons dans la bouche, ça c'est pareil, ça peut vous aider à réhumidifier votre bouche et à faire en sorte que ça revienne. N'hésitez pas à mettre un petit peu de jus de citron, si vous n'avez pas la bouche abîmée bien sûr, ou un petit peu d'infusion de gingembre, ça peut être pas mal à trouver. Et ça peut vous aider à avoir cette sensation de bouche sèche un petit peu moins présente. Alors, pour toutes celles qui m'ont posé des questions,
sur leur cas en particulier. Je suis désolée, mais je considère que quand on fait un groupe avec 175 personnes, je peux malheureusement pas m'attarder sur chaque cas. J'aimerais beaucoup, hein, mais je peux pas parce que on va pas forcément trouver des réponses pour tout le monde. Je vais essayer de regarder les dernières questions auxquelles j'aurais pas répondu. M'en voulez pas, n'hésitez pas à aller consulter. Quelqu'un va pouvoir vous aider. Et j'essaye de regarder ce que je trouve. Alors, est-ce qu'il y a un sport en particulier de conseiller? Ça va dépendre de votre état physique, en fait. Il n'y a pas forcément de raison de s'interdire de pratiquer le sport qui nous fait plaisir, sauf si on n'est pas en forme et qu'il y a certains sports qui sont trop difficiles pour nous. Si on est en surpoids aussi, il faut faire attention aux sports qui peuvent taper sur les articulations un peu fort parce que la course à pied, quand on est en surpoids, voire en obésité, c'est pas forcément ce qu'il vaut mieux faire. Il vaut mieux marcher pour reprendre le sport petit à petit. Mais après, ça, c'est pareil, c'est pas complètement mon métier. Le fenouil. Alors, je ne sais pas qui m'a posé cette question-là. Le fenouil, ça reste un aliment intéressant. Est-ce qu'il apporte des choses en particulier? Je ne sais pas. Moi, je fais partie des gens qui pensent que il n'y a pas d'aliments miracle. Il y a plein d'aliments qui nous apportent plein de choses différentes et c'est bien de les varier le plus possible. Aujourd'hui, une alimentation équilibrée, ça passe par le moins d'aliments transformés, hein, le fait de manger des produits bruts que l'on prépare soi-même le plus possible. Et la plupart du temps, quand on va préparer des produits bruts, on va acheter des légumes de saison, des fruits de saison. Et donc, c'est hyper intéressant de consommer des fruits de saison, des légumes de saison. Le jus de citron tous les matins à jeun, ok. Pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. Après, ça ne changera pas grand-chose sur votre métabolisme. Mais oui, si ça vous fait plaisir, si vous aimez ça, il n'y a pas de raison. Hop là. La prise de poids se fait-elle plus au début de l'hormonothérapie? Ça peut, parce que au début de l'hormonothérapie, c'est des changements qui ressemblent assez proches à la ménopause. Hein, et souvent, le changement hormonal se fait à ce moment-là. C'est un peu comme celles qui ont parfois pris du poids sous pilule. C'est au moment du changement hormonal qu'il se passe des choses, et puis ça peut se tasser après un petit peu plus loin. Bon, c'est assez aléatoire, hein, encore une fois, ça dépend des femmes, ça dépend des réactions que vous allez avoir, c'est assez différent pour les unes ou les autres. Alors, si on fait la différence entre lait de vache, de brebis, de chèvre, est-ce qu'ils sont plus ou moins sains, plus ou moins anti-inflammatoires ou plus ou moins inflammatoires, plus ou moins gras? Les laits de brebis et les laits de chèvre sont souvent plus gras que les laits de vache. Ils sont ni plus ni moins inflammatoires. Est-ce qu'ils sont plus sains? En tout cas, il y a autant d'hormones dans les uns que dans les autres. Ça reste des laits animaux. Est-ce qu'il faut mieux en consommer plus un qu'un autre? Encore une fois, l'alimentation équilibrée, c'est varier son alimentation. Varier, on a la chance aujourd'hui d'avoir des lieux où on peut se acheter un peu de tout aujourd'hui autour de nous. Donc, c'est vraiment une solution facile pour pouvoir varier son alimentation. Il n'y a pas de raison de consommer tout le temps la même alimentation. Alors oui, alors la question du sucre, j'y reviens un petit peu si vous voulez. Est-ce que le sucre roux est moins mauvais que le blanc? Alors, vous allez tous prendre votre paquet de sucre roux que vous avez à la maison et vous allez regarder les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. 95% d'entre vous vont voir sucre blanc dans lequel on a ajouté du caramel. Je suis désolée de vous décevoir. C'est très bien de consommer du sucre de canne ou du sucre de betterave. Ce sont des aliments qui amènent à peu près la même chose. Hein. Il n'y a pas de grande différence entre l'un et l'autre. Le sucre de canne est aussi raffiné et souvent on va remettre un peu de couleur à l'intérieur en utilisant du caramel. Donc c'est un peu perdu pour le côté c'est meilleur pour ma santé. Si vous voulez varier vos sucres, il y a plein de solutions. Aujourd'hui, on a accès à plein de sucres différents dans les supermarchés et dans les magasins bio. Vous pouvez trouver des sucres complets, du rapadura, du sucre de coco. Enfin, il y a énormément de possibilités différentes. Effectivement, vous pouvez aussi utiliser les sirops d'agave, les sirops. Il y a plein de choses différentes. Ça reste des sucres, c'est-à-dire qu'ils amènent tous du glucose. Est-ce que c'est plus intéressant? Certains vont amener d'autres choses avec, comme le sucre complet qui va amener certains minéraux en plus. Ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Très souvent, ils ont un pouvoir sucrant plus important que le sucre blanc, ce qui veut dire qu'on va avoir besoin d'en mettre beaucoup moins dans nos préparations. Et ça, c'est plutôt une bonne chose en fait. Donc oui.
Est-ce qu'on n'a pas le droit de consommer du sucre? Non, pas du tout. Vous avez le droit de continuer à consommer du sucre. Est-ce que dans nos sociétés, on a tendance à consommer trop de sucre? Oui, absolument, un petit peu. Si je vous dis que la moyenne de la quantité de sucre qu'on est censé consommer, alors normalement, c'est 5% de notre apport total pour le sucre rapide. 5% d'un apport total, alors on est tout un peu différents, mais on va dire que ça fait entre 50 et 70 grammes de sucre par jour en grand maximum, chez les femmes à peu près, quand vous mangez 3 fruits. Ce qui est recommandé, hein, un fruit au petit déjeuner, au midi et le soir, on est à 45 grammes de sucre rapide pour la journée. Donc vous voyez, ça va quand même relativement vite. Donc effectivement, on consomme un peu trop de sucre, surtout quand on a des aliments transformés dans notre alimentation, parce que les industries agroalimentaires ont tendance à rajouter du sel, du sucre, du gras dans nos aliments, parce que c'est les vecteurs de goût, parce que c'est plus facile de vendre des produits qui ont un petit peu de goût, et puis parce que le sel et le sucre font de la rétention d'eau un petit peu aussi, donc ça alourdit un petit peu. Mais c'est pas du tout interdit de consommer du sucre, la question étant, est-ce que quand je prépare quelque chose, j'en ai mis une quantité raisonnable ou j'en ai mis beaucoup trop? Le sucre appelle le sucre, plus vous avez envie de manger du sucre, plus vous mangez du sucre, plus vous aurez envie d'en manger en termes de goût, et moins vous en mangez, et plus vous serez écœuré quand il y aura quelque chose qui a un goût fort de sucre. Donc c'est une question d'habitude. Si vous mettez du sucre dans votre café, il vous faudra à peu près 15 jours à 3 semaines pour ne plus jamais avoir envie d'en mettre. Question personnelle, vous pouvez essayer d'enlever le sucre du café ou d'enlever le sucre du thé, ça prend 3 semaines. Après, vous ne pourrez plus le boire avec. Tout est faisable. Est-ce que c'est interdit? Encore une fois, non. Est-ce que c'est bon pour la santé? C'est pas mauvais pour la santé. La question, c'est comme absolument tout en diététique, c'est quand il y en a trop, quand c'est déséquilibré, que ça devient mauvais pour la santé. Bettina, je pense qu'on va peut-être Oui, peut-être s'arrêter par là. ouais, très bien. Peut-être partager les deux, donc les recettes. Ouais, alors j'ai vu passer tout à l'heure quelqu'un qui demandait si c'était possible de les envoyer par mail, mais je ne sais pas si vous pouvez faire ça. Oui, on peut, on doit avoir effectivement les recettes, pardon, les mails de chacune. Alors, je vais juste tac, essayer d'afficher les recettes sur mon écran. Tu vas me dire si ça fonctionne. Je vous ai choisi 2 recettes dans lesquelles il n'y a pas ou peu de sucre. Tu D'ailleurs, je les crois qu'il n'y a vois? pas de sucre. Ouais, je les vois. Par contre, il faut que tu remontes un petit peu parce que je vois que la photo. Alors, La première recette, c'est une mousse au chocolat que l'on va faire sans sucre ajouté en tout cas. On va utiliser pour ça le jus d'une boîte de pois chiches. On peut utiliser du chocolat noir ou après n'importe quel chocolat, celui qui vous plaît le plus. Et là, je vous ai mis du lait, mais c'est optionnel. Vous récupérez le jus de la boîte de pois chiches, c'est-à-dire que vous faites égoutter les pois chiches et vous récupérez le jus qui tombe. Ça va vous donner un jus que l'on va pouvoir mettre dans un mixeur et monter comme si c'était des blancs d'œufs. Et vous allez voir, ça monte vraiment comme des blancs d'œufs. Bettina a déjà goûté cette mousse au chocolat, elle peut vous le dire, c'est vraiment la même texture qu'une mousse au chocolat. elle est excellente. Il faut absolument, tout simplement, faire fondre votre chocolat au bain-marie, soit avec du lait, soit sans, vous n'êtes pas obligé, ça c'est un choix personnel. Et ensuite, vous mélangez comme vous auriez fait pour une mousse au chocolat et vous le mettez au frais pendant 1 heure à peu près. Et vous pouvez ajouter tout ce qui vous fait plaisir à l'intérieur. Vous aurez une mousse au chocolat avec, on va dire, un petit peu moins de calories et pas de sucre ajouté dans cette mousse au chocolat. C'est très facile à faire. Et après, vous utilisez les pois chiches pour vous faire une salade ou pour vous faire des falafels ou pour vous faire n'importe quoi. Les pois chiches, c'est très bon pour la santé. Et ensuite, je vous ai trouvé une recette banane, chocolat, flocon d'avoine. C'est pareil, c'est une recette dans laquelle on met du miel, on peut mettre du sirop d'agave, on peut mettre du rapadura, on peut mettre du sucre de coco, on peut mettre tous les sucres que l'on veut à l'intérieur. On pourrait même rien mettre du tout. Vous pourriez mettre simplement les bananes, les pépites de chocolat et les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, ce sont des aliments qui sont intéressants aussi. Ils ont tendance à être anti-cholestérol, donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'en consommer. Et ça, c'est pareil, ça prend à peu près 5 minutes à faire. Et ça vous permet d'avoir 2 desserts qui sont un petit peu plus bas en calories. Alors même si celui-là est quand même pas hyper bas en calories, mais ça reste un biscuit, quelque chose qui fait plaisir, dans lequel on n'a pas ajouté de sucre. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je vais te laisser la parole. Je dis juste, je vous remercie à toutes. Pour celles qui cherchent des diététiciens ou des diététiciennes, n'hésitez pas à aller sur Doctolib dans toutes vos régions, vous allez en trouver. N'hésitez pas à poser les questions sur les forums aussi, parce que très souvent, certaines d'entre vous ou des gens autour de vous en auront rencontré et en auront trouvé des qui leur auront bien plu ou avec qui se seront bien entendus. Vous en trouvez absolument dans toutes les régions de France.
Voilà, et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Julie. Merci à toutes. On se dit rendez-vous pour un prochain atelier. Je n'ai pas forcément la date en tête, mais on en a régulièrement. Pour toutes celles qui ont aussi besoin de précision, il y a pas mal d'articles sur les conseils nutritionnels sur le site de Rose Magazine. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter, à taper les mots-clés qui vous intéressent, c'est-à-dire hormonothérapie, ménopause, conseils nutritionnels, et vous y trouverez voilà, pas mal de ressources. N'hésitez pas voilà, à adhérer si vous ne l'avez pas encore fait à l'association, à Rose Up Association, ou à faire un don de façon à nous permettre de pouvoir continuer nos actions, surtout dans cette période un petit peu particulière. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée à toutes. À bientôt.